Alors bonjour à toutes et à tous. Donc on est ravis de vous accueillir pour cet événement, la nouvelle édition cette année du webinaire Parlons Cash. Concrètement, on va parler financement. On a réuni les meilleurs experts justement pour vous en parler. Donc effectivement des acteurs qui chaque jour au quotidien contribuent à financer les entrepreneurs, mais aussi finalement le cœur du réacteur. Que sont les entrepreneurs? Saurait mieux nous parler du financement que ceux qui pensent justement à la pêche, vont chercher des solutions de financement pour donner vie à leurs rêves, à leurs projets. Aujourd'hui, je suis accompagné de Julien Pellier. Finalement, c'est notre expert financement de BPI France. Également de plusieurs entrepreneurs. On va les laisser se présenter. Un binôme de Wonder Woman, c'est comme ça qu'on dit. Et un super entrepreneur. Là, ils ont tous en commun une chose, c'est qu'ils ont été lauréats de Talent des Cités, le concours à ne pas rater lorsqu'on entreprend dans les quartiers. Et également deux experts du financement, l'un qui représente une association double affiliée France Active Initiative, Pierre Cesaret, qui nous parlera des prêts d'honneur entre autres et comment les décrocher, à quel moment se positionner et pour quelles raisons. Et également Nazgol Sabarianfar, qui représente le Crédit Agricole, et qui nous expliquera aussi, nous partagera son expertise et sera là également pour répondre à vos questions. Je ne me suis pas présenté, je suis donc Ahmed Bouzouaïd, directeur du programme Entrepreneuriat Quartier 2030. Et donc, si vous êtes ici pour avoir des réponses sur comment se financer, pourquoi se financer, à quel moment et pour quelles raisons aller rencontrer des acteurs experts du financement, on va essayer tous ensemble de répondre à vos questions. Je vous propose tout de suite de faire un tour de table. Bon, c'est un tour d'écran, disons, et commencer peut-être à passer la parole à mon ami et collègue Julien. Merci beaucoup Ahmed, bonjour à toutes et à tous. Écoute, tu as comme toujours très bien introduit ce webinaire Parlons Cash. Le but, c'est qu'il n'y ait pas de langue de bois, qu'on puisse se dire les choses, qu'on puisse donner de la visibilité à tous ceux qui souhaitent entreprendre. Donc, comme tu l'as dit, moi, je suis responsable du pôle financement au sein de BPI France. Ce pôle, il a pour vocation de trouver des outils financiers afin d'accompagner au mieux les porteurs et les porteuses et porteurs de projets. Voilà. Tout de suite, sans plus attendre, puisque 1 heure, c'est très court, c'est long et en même temps très court, on va donner la parole aux entrepreneurs pour qu'ils se présentent un petit peu. Mamadou, tu m'excuseras, on commence par Suzanne et Sylvie, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Allez, la parole est à vous. Bonjour à tous, moi c'est Suzanne Aslan, je suis la créatrice et la présidente de la Air Expert Academy. Nous sommes basés à Lille-Moulin. C'est un salon de coiffure et esthétique. Et en plus long terme, c'est Académie. Voilà. Et j'ai créé cette entreprise en collaboration de Madame Deleuzel. Oui, donc moi, bonjour à tous. Bienvenue sur ce webinaire. Donc, je suis cofondatrice avec Suzanne et en fait, on va vous présenter aujourd'hui tout notre parcours, en fait, nos péripéties. On va essayer d'être très short, mais c'est vrai que créer une entreprise, c'est un sacré défi. Donc, moi, je suis simplement sa voisine au départ et finalement, je me retrouve binôme dans la création d'une entreprise complètement par hasard. Donc, voilà, on va vous partager tout ça comme expérience aujourd'hui. Merci beaucoup. Mamadou. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous les téléspectateurs, on peut dire ça comme ça. Et merci BPI pour l'invitation. Donc moi, je me présente Mamadou Diarra. J'ai 34 ans et donc je suis le fondateur de l'AFIA. C'est une application mobile qui a pour objectif de remplacer le bon vieux carnet d'entretien classique des véhicules d'occasion. Donc ça fonctionne très simplement. On enregistre un ou plusieurs véhicules et au fur et à mesure où on envoie, on indique ses kilomètres, l'application nous envoie des notifications préventives pour nous indiquer l'entretien à réaliser, les garages de proximité afin de prendre rendez-vous directement sur l'application. Et vraiment autour de... Merci Mamadou. On va rentrer dans les détails du projet juste après. On fait le tour de table. Alors, Nazgol. Oui, alors moi, Nazgol Sabarianfar, je suis conseillère au Crédit Agricole depuis 12 ans et depuis 6 ans, je suis spécialisée dans tout ce qui est, je suis conseiller pro, donc tout ce qui est installation, création. Je rencontre tous les porteurs de projets et je les aide avec eux, pour tout ce qui est partie financement,
et je les aide dans leur business plan s'il manque des choses. Je les accompagne. Merci beaucoup. Et Pierre, pour terminer ce tour d'écran. Bonjour Ahmed, bonjour à tous ceux qui sont connectés. Alors, moi, je m'appelle Pierre Cesaret, je suis directeur d'une association affiliée au réseau France Active et Initiative France. Donc, nous, notre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs sur les questions de financement de leurs projets en leur permettant d'accéder aux prêts bancaires, puisque dans de bonnes conditions, en utilisant des outils de type prêt d'honneur, on viendra un peu après, et puis aussi des garanties sur les emprunts bancaires. Voilà. Donc, nous, notre job, c'est de permettre à tous ceux qui souhaitent entreprendre d'obtenir des moyens pour pouvoir le faire. Merci infiniment, Pierre. Tout de suite, revenons sur Suzanne et Sylvie. Vous avez évoqué que vous avez créé un salon de coiffure qui se projette dans le futur proche, j'espère, en académie, n'est-ce pas? Peut-être vous pouvez expliquer, j'ai compris, donc vous étiez voisine, n'est-ce pas? Et Oui. Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui a motivé votre association? Comment vous êtes complémentaires? Alors, moi, je suis complémentaire sur le sujet, donc j'ai tous les diplômes et compétences dans la coiffure et beaucoup d'expérience, une dizaine d'années. Et c'était toujours un projet de créer un salon de coiffure. Au début, c'était un petit projet. Donc, plus j'ai avancé dans les temps, plus le projet ça s'est agrandi. Donc, toujours dans le vouloir envie de bien faire. Et Sylvie, elle était la voisine, elle m'aidait toujours. Donc, on s'est rencontrés tout au début de mon parcours professionnel. Donc, c'était vraiment au début de CAP. On était en modèle, elle soutenait sa voisine d'en face. Et elle a vu que j'ai avancé, puis elle s'est impliquée indirectement. Donc, elle m'a aidée au début. Et finalement, elle s'est trouvée dedans. Donc, elle a d'autres compétences qui est complémentaire avec moi pour créer cette belle entreprise. Donc, je te laisse. Oui, en fait, au départ, l'aide, elle est venue naturellement, amicalement, en fait. Et donc, par exemple, elle avait besoin d'un modèle pour son CAP coiffure. Moi, il faut savoir, je ne la connaissais pas d'avant. Vraiment, l'intermédiaire, ça a été une personne qui travaillait, qui était quelqu'un qui cherche un modèle. Bon, moi, je suis disponible, je suis en inaptitude. J'étais cadre en marketing direct, donc rien à voir du tout avec la coiffure. Et j'étais en long arrêt maladie. Et pendant cela, je m'ennuyais un petit peu à la maison quand même. Et donc, je me suis proposée pour être bénévole, soutien pour ma voisine qui cherchait un modèle. Donc, elle parlait à peine français. Et voilà, moi, je l'ai aidée, en fait, tout simplement à obtenir son diplôme. Et du coup, parmi vous, est-ce qu'il y a un profil qui est plus financier que l'autre? C'est toujours intéressant dans une équipe quand on a un profil qui maîtrise justement les aspects liés à la finance et dont on a besoin. Alors, nous autres, notre honnêteté au niveau du financier, je pense que toutes les deux, on était très, très bas. Donc, on n'avait rien du tout. Donc, on n'avait aucun apport, aucun capital. Et aucune connaissance, compétence sur le sujet. Moi, c'est vrai que j'ai un niveau d'études quand même, j'ai un Master 2, mais c'est vrai que j'ai jamais créé d'entreprise. J'ai eu des cours de comptabilité, oui, mais ça m'avait jamais servi jusqu'ici. Donc, je peux pas dire. D'accord. Que je les ai mis au service. C'est très intéressant, je pense, pour ceux qui nous écoutent, parce que d'abord, vous avez dit une chose, c'est que vous n'avez pas d'apport au départ, et c'est intéressant, on va revenir sur ce point-là. Mais l'autre point, c'est que vous n'avez pas forcément des aptitudes, une expertise sur les questions de comptabilité et de finance, et ça peut rassurer tous les entrepreneurs qui se disent que c'est possible tout de même. Et du coup, comment on trouve d'abord finalement l'expertise qui va vous aider à structurer votre projet d'une part, et ensuite on reviendra peut-être, je suis sûr, ça intéresse Julien et tout le monde, comment on crée sans apport? Alors, tout simplement, c'est avoir la motivation. Donc, la motivation et le courage, c'est le primordial pour créer une entreprise. Donc, c'est pas parce qu'on n'est rien qu'on peut pas créer. J'y crois pas, encore moins aujourd'hui. Et après, il y a le dispositif, il y a la BGE par exemple. Il faut D'accord, vous avez été accompagné. S'entourer, en fait. Voilà, c'est ça. Le but, c'est être entouré. Ouais, je pense que ce qui est important, vous l'avez dit, c'est d'être entouré. Alors du coup, concrètement, moi j'ai une question à vous poser. Comment ça s'est passé quand vous avez dû faire face à vos premiers investissements et que justement vous n'aviez pas de fonds? Là, il a fallu chercher l'argent pour investir, pour développer votre activité. Vous avez eu l'idée, vous êtes alimenté l'une et l'autre. Et du coup, concrètement, qu'est-ce que vous avez fait quand il vous a fallu avoir des fonds pour continuer à investir et développer votre entreprise?
Oui, je t'en prie. En fait, on a franchi, enfin voilà, elle s'est renseignée auprès d'un centre de formation parce qu'elle était à un moment dans sa vie où elle se posait la question, est-ce que je crée une entreprise ou est-ce que je passe un BTS? Et donc, elle est allée dans un centre de formation qui l'a aidée en fait à la fois pour développer son français écrit et ils l'ont aidée en fait également à formaliser son projet et ils lui ont parlé de la BGE. Donc, c'est là qu'elle a commencé, bah voilà, elle a pris sa décision, non, je ne fais pas un BTS, je crée une entreprise. Et elle est allée voir directement la BGE, qui eux l'ont aidé à structurer son projet et à voir justement au niveau financier comment ça se passe en fait, qu'il existe des prêts d'honneur, qu'il faut aller voir la banque également. Mais c'est vrai qu'on ne savait même pas que c'était possible de créer une entreprise sans avoir d'apport financier pour le coup. D'accord. Donc du coup, vous avez rejoint une structure, une association. Alors je regarde aussi Pierre parce que Pierre, il fait partie d'une autre association et on va te donner la parole juste après. Vous êtes allé voir cette association et concrètement, elle vous a aidé, elle vous a accompagné, elle vous a donné de la visibilité et elle vous a accompagné dans votre demande de financement. Comment ça s'est passé concrètement? C'est-à-dire que vous êtes arrivé avec votre plan d'affaires, votre business plan, et ils vous ont dit, on peut vous prêter tant d'argent. Comment ça s'est passé un peu concrètement? On s'est rencontrés une première réunion d'information, après c'était individuel, donc on a parlé en fait ce qu'on avait envie de faire et qu'on a dit qu'on n'avait rien du tout, est-ce que c'était possible? Donc ils ont dit oui, c'est possible. Le but c'était créer la bonne base pour qu'il soit solide le projet, pour qu'il s'attire en fait dans le temps, c'était le business plan. C'est vrai que c'était imbuvable, donc ça a duré jour et nuit, 2 ans et demi pour nous, parce qu'on n'avait pas d'apport et on n'a pas lâché l'affaire et ils nous ont vraiment aidés sincèrement. Une fois le business plan est terminé, donc ils nous ont orientés auprès des LMS et la BPI France et ainsi auprès des banques pour demander un prêt. D'accord. C'est comme ça. Mais la base, c'est vraiment, pour eux, c'était important qu'on ait un business plan. Sans le business plan, on va nulle part en fait. Et c'est vrai qu'on n'en avait jamais fait et l'outil qu'on utilisait, il était un peu... Enfin voilà, il n'était pas super, mais on s'est quand même accroché parce qu'on savait que ça en valait la peine et le résultat est là, quoi. On a obtenu quand même un crédit de 100 000 euros. Donc oui, les étapes sont parfois douloureuses, mais ça en vaut la peine. Et là, on a su en plus que là, ils ont remis au goût du jour leur outil, donc allez-y, foncez quoi. Enfin, pour le coup, d'accord. Et donc du coup, vous avez parlé de l'importance du business plan. Je vais me tourner vers Mamadou. Mamadou, toi, dans le lancement de ton activité, est-ce que tu avais est-ce que tu as eu la même approche? Est-ce que tu savais qu'il y avait des structures qui pouvaient vous accompagner? Et est-ce que toi, tout seul, tu avais pu définir un business plan? Alors moi, tout seul, non. Moi, pour mon parcours, j'ai arrêté le travail en avril 2021 pour commencer une formation de 6 mois qui s'appelle Les Déterminés en mars 2021 qui m'a permis de structurer mon projet. Donc, ça soit de l'étude de marché, marketing, prospection, etc., finance. Donc, ça m'a permis d'avoir déjà ces premières bases sur le business plan, business model, etc. Et à la fin de ces 6 mois, ça m'a permis directement d'enchaîner avec le concours French Tech Tremplin. D'accord. Donc, ça m'a facilité déjà pour remplir le dossier, parce qu'il nous demande un prévisionnel de 3 ans, etc. Le business plan, le business model. Et à partir de là, j'ai pu avoir les premières subventions qui m'ont permis de créer la structure. D'accord. Ok. Quand on parle du coup de subvention, c'est une bourse que tu as gagnée. Est-ce qu'il y avait, tu avais des fonds propres, contrairement à Suzanne et Sylvie? Il y a de l'argent que tu avais injecté un peu qui venait peut-être de ton entourage, de toi, de ton épargne. C'est comme ça que tu t'es lancé? Oui. En plus de la bourse. Par rapport à la bourse French Tech Tremplin, c'est 70% d'apport, 70% qui nous donnent en premier. Et les 30%, il faut d'abord les dépenser en facture et ils nous les remboursent. Donc, ça représentait quand même une somme, on va dire, de 15 000 euros. Donc, sur toute cette somme, il y avait eu, au total, avec la subvention, etc., j'ai dû mettre 50% d'apport personnel, 50% de subvention, 35% d'apport personnel et le reste des 15% en Love Money. Ok, très bien. Est-ce que tu peux expliquer Love Money? Love Money, c'est de l'argent qu'on demande auprès de ses proches. Alors, Love, je pense on parle tous un peu anglais, mais effectivement, Love Money, l'amour, en fait, c'est dans le cercle familial de ceux qui nous aiment, qui nous apprécient, et voilà pourquoi Love Money. Merci beaucoup, Mamadou.
Et du coup, là, je me tourne un peu instinctivement vers Pierre et ensuite vers Nasgal. Alors, comment ça se passe quand on reçoit les porteurs de projets? Concrètement, quelle valeur ajoutée ont vos associations? Alors, pour toi, Pierre, c'est France Active, mais il en existe plein d'autres. Mais concrètement, quelle est votre action aujourd'hui? Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce qui s'est dit avant, on a parlé d'accompagnement et ce sera peut-être la première chose que je vais dire et le message le plus important, se mettre dans les meilleures conditions pour réussir un projet de création, c'est accepter de se faire accompagner, aller chercher l'accompagnement des réseaux, des partenaires de la création. Et le chiffre est tout simple, hein. Le taux de pérennité d'un projet en création à 3 ans, 3 ans c'est un petit peu la date clé charnière dans la vie d'une entreprise, hein, parce que souvent on démarre aussi sa création avec les indemnités Pôle emploi qui peuvent s'arrêter au bout de 2 ans. Hein, voilà, et sans accompagnement, le taux de pérennité de survie c'est 50%. 50% des projets en création s'arrête dans le délai des 3 ans, sans accompagnement. Avec accompagnement, on est plutôt autour des 80-90%. Voilà. Donc, se faire accompagner, c'est déjà se donner les meilleures chances d'aller au bout. C'est pas une promesse d'aller au bout, mais c'est se donner les meilleures chances. Et effectivement, les réseaux d'accompagnement comme France Active, dont on fait partie, Initiative dont on fait partie, mais aussi les réseaux qui interviennent en amont. On a évoqué la BGE, il y en a d'autres. Hein, voilà. Nous, notre plus-value, finalement, c'est de permettre à quelqu'un qui a la motivation, l'envie, qui est déterminé à entreprendre, d'accéder à des ressources, qu'elles soient financières, dans le cas du financement, hein, mais aussi des compétences, du réseau, parce que tout ça, c'est hyper important pour réussir, d'accéder à ces ressources-là, finalement, et de pouvoir, nous, c'est un peu notre... J'ai envie de le présenter comme ça, mais on a envie un petit peu de défier le destin. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour donner, quand on n'a pas le capital pour démarrer, pouvoir donner les premiers euros qui permettent de crédibiliser un projet pour qu'il puisse aller voir les banques, etc. Donc, nous, notre plus-value, elle est là finalement. Elle est quand on n'a pas le capital pour démarrer, quand on n'a pas le réseau, mais qu'on a la motivation, la détermination, parce que pour nous, entreprendre, c'est un chemin de vie, hein, c'est un parcours du combattant. Il faut être armé pour pouvoir le faire. C'est pas donné à tout le monde. Mais pour tous ceux qui ont l'envie, la pêche, et il y en a partout, sur tous les territoires de France, c'est de pouvoir accéder à des moyens pour pouvoir réussir. Voilà. D'accord. Et Pierre, par rapport aux deux natures de projets, parce que là, on comprend bien, il y a un projet qui est un peu plus traditionnel. Je parle du salon de coiffure, et un projet qui s'appuie sur finalement de la tech, plutôt un projet tech qui a vocation à faciliter la pratique, le suivi de son véhicule. Est-ce que ces deux types de projets peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur chez vous, ou est-ce qu'il y a plus des natures qui ont plus vocation à être accompagnées que d'autres? Après, bien sûr, tous les projets peuvent bénéficier d'un prêt d'honneur. Est-ce que le prêt d'honneur est le bon outil financier pour financer toutes les typologies de projets? Ça, c'est une autre question. Le projet de Mamadou, c'est un projet tech qui va à un moment avoir besoin de fonds, ce qu'on dit des fonds propres, c'est-à-dire d'argent qui appartient en propre à l'entreprise pour pouvoir se développer. Alors cet argent-là, en général, c'est en allant chercher des investisseurs, des associés, en utilisant les leviers de BPI France, hein, qui est là aussi, qui est là pour ça. Mais le prêt d'honneur, ouais, ça peut être typiquement un moyen de pouvoir régler des premières dépenses, de pouvoir financer peut-être une étude de marché, quelque chose, un prototypage. Mais ça ne sera pas le levier de financement numéro 1 pour un projet de type start-up, voilà, qui doit avoir une phase de développement conséquente avant de pouvoir atteindre son point d'équilibre et de générer des revenus. Par contre, ça sera extrêmement bien adapté à un modèle économique, un projet, on va dire, avec un modèle économique peut-être plus traditionnel, plus prédictif. En tout cas, on a plus de recul pour se dire ça va générer de l'argent plus rapidement. On peut utiliser le prêt d'honneur, effectivement, pour compléter son apport, faire effet levier, aller chercher le prêt bancaire. Voilà. Merci beaucoup, Pierre. Peut-être, Nasgol, tu peux réagir et peut-être nous éclairer la différence entre les prêts et les prêts d'honneur, d'une part, et également clarifier un peu cette idée de quel type d'entrepreneur une banque
va être amené à financer et pour quelles raisons? Alors déjà, nous, la première chose qu'on regarde, ce que dit Pierre, c'est qu'on va déjà regarder la cohérence entre l'homme et le projet. Quand je dis l'homme, c'est avec un H majuscule, c'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il y a une cohérence, est-ce que, voilà, la motivation, l'envie, s'il a fait les formations pour, parce que bon, ça arrive aussi qu'il y ait des personnes qui veulent changer de vie. On en a souvent, hein, des gens qui sont informaticiens qui veulent être pâtissiers du jour au lendemain, mais qui ont aucune formation, aucune théorie. C'est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'il y ait cette cohérence homme-projet. Moi, c'est ce que je regarde, c'est ce qui est très important pour moi. Après, voilà, la motivation, le parcours. C'est très important d'avoir un business plan, c'est-à-dire de pouvoir se projeter et de projeter son banquier également. C'est-à-dire on vient convaincre son banquier et avec un business plan, et je rajouterais même un prévisionnel. C'est deux choses qui sont très importantes pour nous. C'est-à-dire qu'on a la partie chiffres avec le prévisionnel et le business plan, la projection du projet sur le terrain pour pouvoir convaincre en fait au niveau des banques. Après, on a les différences entre les deux. Donc, on a le prêt simple et le prêt d'honneur. Nous, Crédit Agricole, on est une banque mutualiste. Donc, c'est pour mettre en avant tout ce qui est, enfin, donner du sens à nos parts sociales en fonction des territoires. Donc, le prêt d'honneur, c'est un prêt qui a tout simplement un taux beaucoup plus avantageux qu'un prêt simple, qui sera en fonction du marché. Donc, le prêt d'honneur, au début, on est aux alentours de 1%. Enfin, on est à 1%. Donc, c'est ça la différence. Après, c'est en fonction aussi c'est 15% du montant du projet. Donc, c'est, comme disait Pierre, ça va pas tout régler, mais ça peut régler une bonne partie, du financement, quoi. Et dans la structure du financement, tu dis donc. Voilà, dans la structure du financement, on le met sur la même durée qu'un prêt moyen terme pro. Mais il aura un taux qui sera plus avantageux. C'est pour nous, on a une valeur qui est ça favorise, on soutient les entrepreneurs au niveau local, puisque c'est vraiment rattaché à chaque caisse locale. On fonctionne en caisse locale. Donc, je prends l'exemple de la caisse locale. On a des budgets liés à cela, et puis on utilise les prêts d'honneur pour pouvoir soutenir et tout ce qui est entrepreneuriat au niveau local. Donc c'est un levier, mais ça va pas du coup ça porte pas tout le financement. Yes. D'accord. Alors, moi, je vois dans le chat, il y a beaucoup de questions relatives aux prêts d'honneur. Rapidement, si on peut juste reposer les bases. Et moi, j'ai été responsable du service client des prêts d'honneur. Donc, c'est un petit peu mon job. Le prêt d'honneur, donc, c'est un prêt à la personne physique pour la personne morale. Donc, on va vous prêter physiquement des fonds pour le développement de votre activité entrepreneuriale. Tous les prêts d'honneur sont toujours en cofinancement, c'est-à-dire que les prêts d'honneur que émettent BPI France sont toujours en cofinancement, soit avec un partenaire bancaire que représente Nasgal aujourd'hui, ou alors un partenaire associatif que représente Pierre aujourd'hui via France Active, Initiative France pour pas les citer, on l'a cité tout à l'heure, mais il y a plein d'autres réseaux, encore une fois, Réseau Entreprendre, l'ADI aussi. L'ADI qui, lui, a cette association qui a une spécialité, c'est qu'elle accueille aussi des publics qui sont parfois un peu plus fragiles financièrement, comme ça peut être des interdits bancaires ou voilà. Et donc, le prêt d'honneur, ça va permettre un effet levier. C'est-à-dire qu'en vous accordant un prêt d'honneur, on va donner de la crédibilité aussi à votre projet entrepreneurial et ça va énormément rassurer les partenaires et les investisseurs institutionnels. Du coup, je regarde un peu Nasgal, mais si je te pose la question aujourd'hui, Nasgal, entre un dossier qui a eu une subvention, enfin un financement avec un prêt d'honneur et un dossier peut-être qui rapporte juste des fonds propres, pour toi, quelle serait la différence et en quoi le dossier qui arrive avec un prêt d'honneur déjà délivré te rassure toi en tant que banquière en fait au final?
Eh ben, en fait, souvent on dit si France Active y va, on y va. Enfin, ça nous rassure, oui, c'est sûr. On a ce double regard. On est souvent en plus en collaboration avec eux. Il y a même de temps en temps, on accorde même des financements en disant sous réserve de l'accord de France Active. Donc pour nous, c'est très important parce que voilà, ils sont aussi, ouais, ils sont voilà, et on se complète en fait. On se complète. Ça arrive souvent que sur des dossiers, on a l'aval, ça rassure le banquier et ça fait un double regard sur le projet. Donc pour nous, c'est important. Après, bien évidemment, on va regarder l'autre également. Enfin, je veux dire, ça, il y a aucune. Mais c'est vrai que c'est beaucoup plus rassurant pour une structure bancaire quand on a déjà ça de validé, cette étape-là de valider. Ok. Et du coup, là, on va se tourner vers les entrepreneurs. Suzanne, Sylvie, vous avez bénéficié de prêts d'honneur? Oui, on a bénéficié du prêt d'honneur à hauteur de 12 000 euros. D'accord, ok. En fait, au début, on est passé par la BGE, on a fait le business plan. Ensuite, on était accompagné par ILMS. Donc, c'est là qu'on a justement, on a revu en fait notre business plan et on a réajusté en calculant des paniers moyens. Enfin, ils ont fait vraiment travailler sur des calculs à s'en casser les dents, hein, très sincèrement. On était en vacances, on était connectés sur l'ordi. Mais au final, tout ça, ça nous a permis après de passer devant une commission. Et voilà, il fallait présenter notre projet. Et suite à ça, on a déclenché 12 000 euros de prêt d'honneur, en fait. Donc, il y a 6 000 euros. Et comment ça a fait effet levier, du coup? Pardon? Comment ça fait effet levier? Ça, ces 12 000 euros vous ont permis de bénéficier de combien Combien de financements par la suite? En fait, par la suite. à ce moment-là, on n'avait encore pas réussi à obtenir un crédit bancaire. Oui. On ne savait pas par quel fil s'y prendre. Est-ce qu'il fallait qu'on demande le crédit à la banque avant et en parallèle faire les démarches ILMS BGE? Et en fait, on a compris qu'il fallait tout faire en même temps. Donc, on allait à la fois voir des banques, à la fois on continuait notre montage de projet. Et tout ça, ça a permis après, à la fin, une fois qu'on a eu notre prêt d'honneur et qu'on a eu notre garantie bancaire auprès de Noractif, donc sachant que Noractif nous a accordé la garantie bancaire une fois qu'ILMS nous avait accordé le prêt d'honneur, donc il y a eu vraiment… Ça s'est enchaîné. Et tout à la fin, on est retourné voir des banques pour ajuster tous nos éléments et on est allé voir une dizaine de banques. Et c'était compliqué parce qu'elle est maman solo avec 3 enfants. Enfin, vraiment, le dossier, c'était limite. Et au final, en fait, on a réussi à convaincre et on a reparlé de Noractif, reparlé d'ILMS. On a dit, voilà, on a fait toutes ces démarches-là. Regardez, ils nous font confiance, c'est solide. Et du coup, OK, Banco, voilà, on part avec vous. C'est ce que je disais, ça rassure beaucoup les banques, quoi. C'est ça. Et ce sont ces choses-là, en plus des clubs Cigale qui nous ont soutenus. Tous ces soutiens et toutes ces étapes ont été nécessaires pour l'obtention d'un crédit de 100 000 euros. Ok. Et puis Pierre, est-ce que tu peux, au regard de ce que viennent de dire Suzanne et Sylvie, partager un peu le parcours un peu traditionnel que vous rencontrez, le parcours standard pour clarifier à ceux qui nous écoutent finalement? Le parcours standard d'un porteur de projet qui arrive dans une association Initiative ou France Active, c'est-à-dire à l'étape du financement. Alors, c'est un parcours type parce qu'il y a des variations. Il y a beaucoup d'associations, initiatives et actives qui ont un peu des pratiques différentes. Je vois beaucoup de questions sur les montants de prêts d'honneur, etc. Les conditions d'accès, ça peut varier d'une association à l'autre et les pratiques peuvent également un petit peu varier. Mais le parcours type, c'est d'être accueilli par un conseiller, expert en financement, qui va recevoir la personne en rendez-vous et expertiser son projet, mais sur la base d'éléments tangibles. C'est-à-dire que nous, pour qu'on puisse travailler, finalement, il faut que le porteur de projet et les accompagnateurs amont aient fait leur boulot avant nous. C'est-à-dire que nous, il nous faut, si c'est une création, il nous faut effectivement un business plan. Un business plan, c'est le projet d'affaires. Finalement, c'est quoi la valeur du projet, c'est quoi le produit, c'est quoi les clients, comment on va faire fonctionner, qu'est-ce que c'est que le projet, qui pour le faire fonctionner, un petit peu tous ces éléments-là. Et puis le prévisionnel, les éléments économiques et financiers, nous, en tant que financeur, c'est indispensable. Si c'est des reprises, il nous faut des projets de cession, etc. Enfin, finalement, nous, en tant que financeur, on veut bien prendre du risque, mais le risque, on a un rapport un petit peu compliqué avec le risque. C'est qu'on veut bien en prendre, mais en même temps, on veut le réduire au maximum, etc. Donc, il nous faut des éléments
qui nous permettent de nous dire bon ben là on y croit quoi, on y croit parce que il y a tels éléments qui sont expliqués, qui sont travaillés, ça nous rassure pour nous dire on va prêter quelque chose. Donc il y a ce premier rendez-vous avec le conseiller où on regarde tous ces éléments là. Le conseiller va rédiger une note de synthèse où il va évaluer justement le risque financier. Il va proposer, nous c'est pas juste effectivement de regarder le travail qui a été fait, de le défaire et de le commenter, mais c'est bien travailler aussi le plan financement avec la personne. Peut-être on peut faire les choses autrement, peut-être qu'on peut remplacer une source de financement par une autre, peut-être qu'il y a des éléments du projet qui ont mal été évalués. Donc je vois beaucoup l'acronyme BFR apparaître dans les questions, donc le besoin de trésor en démarrage peut être sous-évalué, il faut revoir les choses, passer des coups de fil à la banque qui est associée sur le projet pour caler les plans de financement. Je suis sûr que Nasgol fait beaucoup ça avec les conseillers des réseaux, c'est-à-dire vraiment faire le bon plan de financement. Je vais me permettre de rajouter juste 30 secondes. C'est très important un bon comptable. Donc, il faut bien s'entourer. On a dit dès le départ qu'il fallait bien s'entourer. Et il faut quelqu'un qui se lance dans un projet, il doit absolument s'entourer d'un bon comptable, ne pas hésiter à aller voir les avis Google. Enfin, quand vous tapez le nom de votre comptable, c'est tout bête, mais c'est très important parce que ça permet. Nous, on travaille beaucoup avec les comptables en direct, les experts comptables. Et ça permet de réajuster, de demander des explications avec s'entourer du conseiller et du comptable, c'est important. Voilà, je me permettais juste de faire cette parenthèse qui est très importante pour moi. Non, mais c'est effectivement hyper important parce que plus les éléments qui nous seront amenés seront qualitatifs, et qualitatif, on entend effectivement crédible sur le papier, mais aussi être en capacité de pouvoir expliquer. Voilà, il faut pouvoir expliquer ces chiffres. Je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important à retenir. Il faut savoir donner du sens aux chiffres qu'on va présenter, parce que ça, nous, c'est le truc numéro 1, quoi. Quand on reçoit ensuite les porteurs de projet en comité, puisqu'à l'issue de nos rendez-vous, donc les porteurs de projet présentent donc leur projet devant notre comité d'engagement, qui est un comité bénévole. Alors, dans une banque, on appelle ça plutôt comité de crédit. Chez nous, c'est le comité d'engagement. Ce sont des bénévoles et partenaires de l'association qui rendent la décision d'octroyer ou non la demande. Et donc, une fois que la demande est potentiellement acceptée. Mais par rapport à ce qu'a évoqué Suzanne et Sylvie, on rentre dans l'accompagnement. Voilà, ça ouvre accès à un suivi. Est-ce que les démarches doivent se réaliser en parallèle, comme l'a évoqué Suzanne et Sylvie, donc en parallèle de la rencontre et du comité d'engagement qui va se dérouler, on va aller démarcher les banques? Bien sûr, oui. Voilà. Ça se fait en même temps. Là-dessus, il y a pas de sujet. On peut lancer tout en même temps. De toute façon, quoi qu'il arrive, ce qui sera obtenu sera que du mieux, puisque le taux sera plus avantageux que le taux d'une banque. Donc, faut pas hésiter à faire tout en parallèle. Et après, au dernier rendez-vous avec le banquier, on ajuste du coup en fonction des aides, puisque c'est des prêts il y aura plusieurs lignes de prêts en fait. Il y aura le prêt d'honneur, plus les aides, plus le prêt initial. Donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut lancer tout et faire tout en même temps, toutes ces démarches en même temps. De toute façon, ce sera que du plus, puisque les taux seront beaucoup moindres. Peut-être juste pour compléter ce que dit Nasgol, parce que c'est vraiment très, 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 très important. Nous, c'est même quelque chose qu'on va apprécier dans la posture d'entrepreneur. Ouais. La posture d'entrepreneur avec un E à la fin, tout le monde, c'est ça, c'est se bouger, on le regarde. C'est pas attendre que ça se passe, rester sans réaction. Donc, il faut pas voir le processus de création comme finalement un entonnoir dans lequel on part de son descend tout droit jusqu'au projet dans une suite linéaire. On va et vient, il y a des allers-retours, etc. Il faut être en capacité de apporter plusieurs choses de front. J'ai envie de dire que c'est même une compétence essentielle dans l'entrepreneuriat. Et nous, dans l'expertise d'un projet, c'est vraiment quelque chose qu'on regardera, la capacité de la personne à aller chercher aussi par elle-même. Oui. C'est le profil en fait, c'est
à croire en son projet. En fait, la personne qui doit croire en son projet, c'est pas les banques, c'est pas le comptable, c'est vous-même. En fait, c'est le porteur de projet qui doit croire en son projet. Et nous, on le sent. En fait, on le voit, on le sent. Hein. Pierre, tu le sens aussi quand ils viennent se présenter à toi. C'est que on sent quelqu'un qui a envie et qui a cœur d'amener son projet à la réussite. Et nous, ça, c'est déjà beaucoup. C'est déjà 70% du taf de fait, en fait. Nous, on est que là pour soutenir que le projet se réalise. Et c'est pas pour rien qu'on les appelle porteurs de projet, tu l'as bien dit, Nasgal, mais c'est eux qui portent le projet, qui vont porter la conviction entrepreneuriale. Donc c'est très important que vous soyez motivés, que vous puissiez, comment dire, effectivement aller entre guillemets taper à toutes les portes qui vous seraient ouvertes. Moi, je rebondis un peu sur ce que vous dites et je regarde aussi les commentaires sur le chat et du coup, moi, je vais poser une question à Mamadou puisqu'en fait, là, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui sont un peu perdues en fait. Ils savent pas s'il faut aller voir BPI, s'il faut aller voir son banquier, s'il faut aller voir le réseau associatif. Toi, de ton expérience, Mamadou, comment ça s'est passé? Ton lancement entrepreneurial et du coup ma question c'est qu'est-ce qui t'a amené à trouver du financement par la suite et quelles est peut-être les futures étapes de financement pour le développement de ton activité? Par rapport au financement, moi c'était vraiment un processus parce que chaque étape que j'ai fait derrière il y avait un plan qui était prévu pour passer à l'étape d'après. Par exemple, l'exemple c'est avec la formation des déterminés. Eux, ils m'ont directement parlé de French Tech Tremplin. Donc, on a pu préparer le dossier, etc., pour avoir le financement. Ensuite, avec French Tech Tremplin, donc ça m'a permis d'être incubé pendant 1 an au village BCA, donc du Crédit Agricole. Donc, aussi en interne, il y a toutes sortes d'étapes et de mise en relation qui permettent aussi d'avoir des accompagnements. Donc, ensuite, ça s'est passé avec Talent des Cités, qui nous a permis aussi d'avoir une subvention et la suite logique encore, c'est le prêt d'honneur. Et par rapport au prêt d'honneur, j'avais une question par rapport à ce que Suzanne et Sylvie ont vécu. Vous avez eu le prêt d'honneur avant le prêt bancaire et vous avez eu du mal à avoir ce prêt bancaire. Et ma question, je voulais savoir si, malgré le prêt d'honneur, est-ce que le côté bancaire peut refuser l'accompagnement? Oui. On a eu plusieurs refus et des banques qui nous ont rajouté des conditions en dernière minute. Enfin, faut savoir que notre projet au départ, on avait besoin d'un crédit de 50 000 €. Au final, on a dû trouver un local. On a trouvé un local. C'était compliqué aussi de trouver un local. Et ce local, finalement, alors qu'on pensait louer quelque chose qui était déjà prêt à l'emploi, finalement, on a loué un local qui était brut. Donc, l'enveloppe pour les travaux, ça a été doublé. Ça nous a doublé la demande de crédit. Donc, ouais, effectivement, on est allé voir des banques. Comme le plan avait changé, on a tout remis à jour dans notre business plan, tout ça. Mais il y a des banques qui n'ont pas voulu nous suivre du tout, bien qu'on ait obtenu des prêts d'honneur et des garanties bancaires. Voilà, c'était compliqué. Enfin, un jour, je me suis même énervée clairement devant une banquière parce qu'elle nous a fait venir 3 fois. Donc pour ça, vraiment, faut pas lâcher. Quand on croit en son projet, il faut continuer. Mais elle nous a fait venir 3 fois et à chaque fois, à chaque rendez-vous, elle nous a mis des nouvelles conditions. Alors la première fois, c'était vous n'avez pas d'apport personnel, trouvez de l'argent. La deuxième fois, c'était ah oui, mais on va pouvoir vous aider, mais pas à hauteur de ce que vous demandez. Mais il faudrait trouver un associé. Et la troisième fois, c'était ah mais non, mais attendez, je pourrais vous financer que 1/3 de votre projet. Mais on vous aide, hein, mais 1/3 de votre projet. Sauf que pour nous, c'était pas suffisant en fait. Donc je suis un peu énervée, voilà. D'accord. Et du coup, moi j'ai une question. Alors, on essaie aujourd'hui de mettre en lumière tout ce qu'il faut faire, se faire accompagner, se faire entourer. Pierre a parlé de l'importance d'accepter justement de se faire entourer. Malheureusement, souvent, quand on porte un projet, on se dit que on n'a pas besoin des autres, on peut se débrouiller tout seul, on veut y arriver. Sauf qu'en fait, ce qui fait aussi la beauté d'un projet, c'est les gens avec qui on s'entoure pour faire naître des idées, apporter du financement, etc. Et du coup, moi, là, ma question, elle va se tourner un peu vers Pierre ou Nasgal. C'est quelles sont les erreurs courantes, que vous avez vues quand des porteurs de projets se présentaient et que finalement, vous n'avez pas réussi à les financer? Quelles erreurs ont-ils fait, ces porteurs de projets? Est-ce qu'ils arrivent sans business plan? Est-ce qu'ils ont peut-être une vision qui est un peu trop grande? Ils demandent des fonds
peut-être un peu trop de fonds pour lancer leur activité ou peut-être pas assez, mais quelles erreurs font-ils aujourd'hui quand ils viennent vous rencontrer? Alors moi, ça m'arrive qu'ils viennent sans prévisionnel, sans business plan. Ça m'étonne en fait. Je me dis vous allez où? Il sait pas. Il vient, il a son projet en tête. Tout est clair dans la tête. Mais en fait, il n'y a pas d'éléments concrets. Il y a pas d'éléments concrets. Donc, pour moi, il s'est pas assez projeté. Je sais que ça va marcher parce que ça marche. Je le sais parce que j'ai quelqu'un qui a fait ça sur une autre ville et ça marche. Mais quand quelqu'un ne vient pas, c'est une erreur qui arrive souvent. C'est-à-dire pas de prise de contact avec un comptable. Okay. Le premier rendez-vous. Et ça me paraît un peu. Voilà, ça me paraît un peu juste, quoi. Je me dis, ok, il y a la motivation, il y a tout, mais est-ce que concrètement sur le terrain, est-ce que vous avez vu la concurrence? Enfin, il y a déjà, je prends un exemple tout simple, une fille qui vient s'installer pour prothésiste ongulaire, qui veut lancer son onglerie, mais est-ce que tu as vu dans la ville où tu es s'il y a déjà des ongleries? Ah non, il y en a déjà 4, moi je le sais. Enfin voilà. Quelqu'un qui sait pas la concurrence, business plan pas fait, quoi. Donc je me dis là c'est un peu moyen. Le nombre d'habitants, est-ce que tu t'es renseigné là où tu veux t'installer? Est-ce que tu as vu la concurrence? Est-ce que tu as vu et ça, c'est des erreurs qui arrivent régulièrement, je trouve, pour débuter. C'est un manque de préparation, quoi. Ouais, c'est des choses qui sont importantes en fait. Tu rejoins un peu Pierre ce que dit Nasgel? Ouais, en fait, c'est un petit peu, il faut rêver grand, mais garder les pieds sur terre. Voilà, c'est ça. Il faut être crédible dans les projets qu'on défend et surtout dans les phases de développement des projets. C'est-à-dire que on peut pas imaginer qu'on va concurrencer, si on veut créer un moteur de recherche, on peut pas imaginer qu'on va concurrencer Google tout de suite. Voilà. Si on a des ressources extrêmement limitées et une situation financière très complexe, il faut accepter aussi, même si on rêve grand, de démarrer un projet dimensionné en termes de risque pour pouvoir se donner les meilleures chances d'y réussir et de le développer en fait. Voilà. Il faut avoir une vision sans être obsédé et handicapé par sa vision, parce que le principe de réalité, c'est ça qui... Tout à l'heure, il était évoqué Nasgol, autant que Pierre, vous avez évoqué l'intérêt de finalement réaliser les démarches en parallèle. Donc, ne pas avoir finalement une sorte de continuum où je vais chercher mon PH, je vais rencontrer le banquier, etc. Mais plutôt, est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a un enjeu de créer du lien, de la relation et créer de l'adhésion autour de son projet? Et finalement, c'est quelque chose qui s'inscrit dans la durée, finalement. Bien sûr. Moi, je dirais même, c'est peut-être un conseil, mais même pourquoi pas aller voir ce que fait la concurrence. Enfin, c'est pas, il y a de la place pour tout le monde, hein. Chacun va apporter sa touche sa touche propre en fait de porteur de projet, mais ne pas hésiter à aller voir la concurrence, comment elle fait, elle est ouverte de tel jour à tel jour. Enfin, je prends un exemple, quelqu'un qui est ouvert de mardi moi je ferai mardi au samedi, elle est du lundi au vendredi. Comment elle fonctionne, comment elle tourne. Aller tester, c'est des choses, il y a rien de grave, même si c'est pas dans la commune, dans une autre commune, peu importe, mais aller voir ce qui se fait, ça enrichit en fait, ça enrichit, ça peut enrichir et ça peut faire voir des choses que le porteur de projet n'avait pas vues forcément. Et après, voilà, chacun a sa touche. Il y a du business pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Et il faut pas avoir peur. Et même si vous êtes entrepreneur, quand le jour où vous êtes installé, que quelqu'un vient vous voir, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, faut qu'on soit bienveillants les uns envers les autres et chacun a sa touche. Et ça doit pas faire peur. Faut pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs aussi. Donc là, ce qui ressort, c'est vraiment l'investissement du porteur de projet en amont de son projet. C'est pas, comme vous l'avez précisé, c'est pas juste une idée de se dire, moi, je suis persuadé que ça va marcher. Alors, c'est déjà la première des motivations. C'est top. Mais au-delà de ça, il faut aller se renseigner, il faut aller regarder ce que fait la concurrence, les lieux où on va pouvoir peut-être s'implanter. Est-ce qu'il y a du passage? Est-ce que, effectivement, en termes de prix, stratégie de prix, je suis bien positionné? Quelle cible je veux toucher? Toute cette démarche-là, et ça fait un petit peu écho à ce
que je lis dans le chat, on nous a posé la question, mais du coup, est-ce qu'on peut financer tout ce qui se fait en amont, c'est des études de faisabilité, etc., etc. Et du coup, moi, alors en tant que, je vais mettre ma casquette de financeur, un peu de banquier, mais cette démarche-là, c'est pas aux banquiers de vous accompagner, c'est vous et votre projet. Et encore une fois, il n'y a que vous qui saurez comment porter votre projet et quelle stratégie adopter pour pouvoir développer votre activité entrepreneuriale. Donc, c'est toute cette phase en amont, et je pense que Mamadou, comme Suzanne et Sylvie, l'ont très bien traité. Ils l'ont bien appréhendé, c'est déjà de bien comprendre quel est notre objectif entrepreneurial, comment est-ce qu'on va générer du chiffre d'affaires, quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. On revient dans quelque chose d'assez basique, mais c'est l'étude SWOT, hein, les forces, les faiblesses et les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses, ça va être les atouts et les avantages de la personne ou du projet. Et les opportunités et les menaces, c'est plutôt des contraintes extérieures ou des opportunités extérieures. Et tout ça, tout ce travail, il faut que ce soit fait en amont pour ensuite pouvoir aller voir un réseau d'associations que représente Pierre, pour aller voir son banquier qui représente sa banquière qui représente Nazgul, et puis aussi pour aller pousser la porte de BPI pour voir quel type de financement on pourrait obtenir, et parce qu'il y a il y a aussi pas mal de concours. On a parlé talent des cités tout à l'heure, Ahmed l'a évoqué, mais c'est le but, c'est de mettre en lumière des entreprises qui sont parfois pas assez justement regardées. Il y a les bourses French Tech et il y a d'autres types de financement. Il n'y a pas que du financement et des prêts, il y a aussi des bourses. Ça, il faut le savoir, et c'est important aussi de se dire, si on a un projet qui semble cohérent et qui peut apporter une valeur ajoutée aujourd'hui, faut pas hésiter à s'inscrire, faut pas hésiter d'aller essayer de chercher ces informations pour pouvoir défendre son projet. Ça, c'est, je pense… Peut-être Julien, est-ce qu'on pourrait aborder du point de vue des entrepreneurs, peut-être les peurs qu'ils peuvent avoir par rapport au financement, la peur d'aller rencontrer les partenaires financiers, leur rapport à l'argent, d'une part, et de l'autre côté, peut-être du côté des financeurs, la question des risques. Donc, j'imagine qu'avoir un prêt, ça signifie devoir le rembourser. Et si vous pouvez un peu clarifier ces aspects qui sont liés aux risques que les entrepreneurs peuvent rencontrer. Peut-être pour commencer, Mamadou, sur la question des peurs ou pas, si tu n'en avais pas, ou comment tu as… C'est vrai que moi, personnellement, le prêt, c'était pas dans mon objectif premier. Donc, c'était vraiment déjà de structurer le projet, commencer par avoir des subventions ou toutes sortes de concours pour vraiment maximiser l'avancée du projet et arriver au stade où je suis actuellement et pouvoir après commencer à rêver encore plus grand, on va dire, et avoir plus de financement. Et tu dis c'était pas ton objectif premier, c'est parce que tu avais des peurs qui étaient liées à ça? Non, pas forcément. C'était vraiment d'abord, avant d'aller trouver des financements, de montrer personnellement à moi-même que je pouvais déjà avancer de mon côté. Comme disait Nazgul, tout ce qui est études de marché, etc. Avant d'aller chercher de l'argent, commencer déjà par structurer son projet et voir les points de blocage qui vont se mettre devant nous au fur de l'avancée du projet, avant d'aller demander énormément d'argent. Parce que peut-être que le fait de faire ce travail en amont, ça va nous dire finalement, j'ai pas besoin de l'argent tout de suite. D'abord, j'ai telle problématique à régler, et après, le financement viendra après. C'est vraiment très juste ce que dit Mamadou. Juste peut-être aussi pour compléter, c'est il faut pour réussir, je pense en tant qu'entrepreneur, il faut casser aussi un mythe, c'est qu'on réussit tout seul, qu'on entreprend tout seul, on est tout seul, on se doit tout à soi-même. Un projet d'entreprise finalement, parce qu'on entend ça, on a beaucoup de gens aujourd'hui qui viennent nous voir pourquoi vous voulez entreprendre. Moi, je veux être mon propre patron, je veux être libre, etc. Enfin, en étant entrepreneur, c'est le moment où on va rendre le plus de comptes dans sa vie. Si on n'aimait pas avoir un patron, on va avoir ses clients. Il y a les fournisseurs, son banquier, tous les partenaires autour de la boîte. Voilà. Finalement, on n'est pas du tout seul. Voilà. Si votre motivation numéro 1 pour entreprendre, c'est d'être libre et de pas de rendre de compte, arrêtez tout de suite, c'est pas possible. C'est clair. Arrêtez tout de suite. Pour ma part, j'ai jamais été moins libre depuis que j'ai entrepris que depuis que j'ai en tant que salarié. Ça, il me semble que on a débunké un mythe là. Et ce qu'on vous dit, ça aussi, être déterminé, la détermination, c'est pas être borné. Si 99% des gens vous disent que
il y a quelque chose qui ne va pas, il y a plus de chances que les 99% aient raison, en fait. La détermination, c'est important pour continuer à aller de l'avant, se prendre des refus, des remises en question importantes. Voilà. Mais pour pouvoir progresser, il faut avoir cette capacité de remise en question, avoir la capacité d'entendre qu'il y a ça ou ça qui ne va pas dans le projet, qu'il faut passer par telle ou telle étape et se remettre en question en permanence. Voilà. Tout en gardant une vision, une force de conviction, et c'est un point d'équilibre qui n'est pas facile à trouver. Merci Pierre. Peut-être Suzanne et Sylvie, si vous voulez réagir sur justement votre rapport à l'argent, au financement et finalement aux financeurs. Est-ce que vous avez des appréhensions peut-être? Comment vous avez pu les désamorcer et où vous en êtes aujourd'hui sur cet aspect-là? Au début, on avait beaucoup de peur. J'avais beaucoup de peur parce que c'était quand même une grosse somme, le crédit, et j'étais clairement au chômage que j'avais utilisé depuis 6 mois, donc j'en avais que pour 2 ans. Donc il me restait 1 an et demi, et c'était un grand salon. Donc j'avais peur de ne pas assez rentabiliser, donc j'avais peur de ne pas pouvoir rembourser, j'avais peur de ne pas pouvoir suivre tout ce qu'on avait dit dans le business plan, les étapes. Donc j'avais peur de couler entre guillemets. Donc, mais je pense que c'est inutile. Donc comme Pierre avait dit, donc il faut garder sa motivation, il faut se poser tout le long des questions, mais quotidiennement. Donc ça nous permet de nous recorriger et faire de mieux en mieux du jour au jour. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, donc on a fini première année et puis on arrive à respecter tout ce qu'on avait dit, y compris le panier moyen, en dehors des remboursements. Donc, on a beaucoup ri sur le sujet parce qu'on a vraiment galéré à faire notre panier moyen avec ILMS. Enfin, on a passé plusieurs semaines et au final, il y a 1 mois, on a regardé nos statistiques et puis on a fait, mais en fait, on est pile poil dans le panier moyen qu'on avait évalué en fait. Et là, on était fiers. Vraiment, on était fiers. On s'est dit bon, tout ce travail-là n'a pas été vain en fait. Et vraiment, c'est vrai que parfois, on a peur de pas y arriver, peur de beaucoup de choses et en fait, heureusement, j'ai envie de dire, on est 2. Et donc, du coup, ça compense aussi. C'est pour ça, c'est bien d'être bien entouré, en fait, que ce soit les amis, la famille, voilà, qu'il y ait des gens autour ou même des dispositifs. Nous, on a aussi bénéficié de l'aide des clubs Cigales, par exemple. Ce sont des personnes qui ont investi un peu dans l'entreprise. On a des parrains, des marraines et ça aide. Ils viennent nous voir 1 fois par mois et on discute. Ils nous donnent des pistes. Quand on a un problème, imaginons si on a un problème avec le comptable, ils vont nous trouver quelqu'un qui est comptable et qui peut nous donner un petit conseil par-ci par-là. Voilà, c'est des soutiens au quotidien qui nous permettent de lever les peurs en fait et ça nous permet d'être résilients aussi. C'est important la résilience, je dirais. Savoir rebondir. Oui, ok, je me suis énervée sur une banquière un jour, mais quelque part, ça m'a permis de mieux développer mon discours quand je présente le projet à un banquier. Voilà, c'est lever les peurs du banquier aussi. Voilà. C'est vrai que c'est beaucoup de responsabilités, tout ça. Peut-être, Nazgol, si tu peux réagir là-dessus sur justement sur les risques aussi encourus lorsqu'on n'arrive pas à rembourser. On a parlé de la garantie, ça permettra peut-être aussi d'évoquer tout ce qui. Après, oui, tout ce qui est risque, j'ai envie de dire oui, il y a des garanties, mais après, les garanties, elles sont tellement diverses que ça dépend du projet. Donc, par exemple, on peut prendre un nantissement de fonds pour le fonds. Quand c'est des murs, c'est des hypothèques, mais bon. Le principe, c'est que le temps que ça arrive à vous, on essaye quand même de trouver des solutions bien avant ça. Vous passez par l'amiable avant, après par le contentieux. Il y a quand même divers services avant d'aller au bout du bout. Si je peux rassurer plein de monde, ça fait 6 ans que je suis là. Personne n'est allé jusqu'au bout, quoi. On a réussi à trouver des solutions avant. Donc, si ça peut rassurer tout le monde et faire redescendre tout le monde, c'est vraiment des cas extrêmes. Les gens se mettent en liquidation avant. Enfin, les porteurs de projets sont quand même conscients. Il y a d'autres solutions avant d'arriver à des tels niveaux, quoi. Il y a une chose qui est très intéressante que tu dis, et je pense qu'il faut beaucoup répéter, c'est que généralement, surtout quand on est entre guillemets jeune créateur, il peut arriver qu'on s'isole lorsqu'on rencontre des difficultés, alors que c'est très en amont qu'il faut tout de suite parler, discuter et trouver de l'aide. C'est exactement ce que je dis à mes clients, c'est-à-dire que vous avez des retards fournisseurs, vous ne pouvez pas payer vos salariés, vous me prévenez. Et toujours en amont, moi déjà à mon niveau, on essaye de trouver des solutions
avant, on est fait pour ça. C'est notre métier aussi d'accompagner dans le risque et d'éviter le risque en fait, d'éviter le risque et d'anticiper. Il y a plein de solutions à notre niveau avant d'arriver à des telles situations et c'est mon quotidien tous les jours d'accompagner. On a avec la hausse des taux après le Covid, on a eu tout ce qui est artisans qui ont eu beaucoup de difficultés avec la hausse des taux et le ralentissement. On est là pour les suivre également dans ces moments de vie-là, pas que lors de l'installation. Donc nous, on est là, on se fait accompagner, on a des services pour ça, on met en place des choses pour que ne pas arriver à... On est là pour que l'entreprise elle perdure. Donc je suis accompagnée. Mon boulot c'est ça. C'est pas que la création et l'installation. Donc vraiment, faut pas hésiter à le dire. Il faut enlever cette peur du banquier. Le banquier est là pour vous aider, même en cas de difficulté. Et aujourd'hui, j'ai des entreprises qui étaient dans des grosses difficultés et qui aujourd'hui c'est reparti, ça cartonne. Voilà, il n'y a pas de parce que on était dans la communication, parce qu'elles sont venues me voir à temps, parce que elles sont voilà. Et c'est ça aussi d'être entrepreneur, c'est-à-dire que même quand ça va pas, il faut venir, il faut le dire, il faut communiquer et il faut pas avoir peur. La banque est là. Enfin ouais, cette peur du banquier, c'est quand même dingue. Elle est là pour vous aider, même dans les coups durs, quoi. Vraiment. C'est très important ce que tu dis, Nasguel, et encore une fois, je pense que c'est aussi très très important là de rassurer tout le monde, tous ceux qui nous regardent. Le banquier, le travail, c'est de gérer du risque en tant que bien banquier, sûr. Et en fait, nous, on a en tête, quand je dis nous, c'est les banquiers, en tout cas les financeurs en général. Voilà, on a en tête toutes les solutions financières qui pourraient aider l'entrepreneur. Et donc, tu l'as dit, Nasguel, quand un entrepreneur est en difficulté, il y a toute une phase de recouvrement amiable. On peut avant ça, à mon niveau, on met des solutions en place, on met des actions en place. On fait des choses. Après, ça, c'est l'étape d'après. On a encore 2 étapes avant d'arriver à la liquidation. C'est pas en un claquement de doigts, ça marche plus. Oh là là, non. Il faut venir nous voir. Vraiment, il faut venir nous voir. Nous, on est transparent, on est là pour vous aider et voilà. Il me semble qu'on va, pardonnez-moi, on va arriver à la fin de notre super rendez-vous. Donc, ça parle cash comme la promesse. Peut-être chacun un mot de conclusion, peut-être un point fort par rapport à ce qui a été évoqué ou les questionnements sur lesquels vous voulez réagir. Peut-être Pierre, si tu veux commencer. Bah ouais, juste pour rajouter une petite couche sur ce que disait Nasgol, les financeurs ne sont pas les ennemis des porteurs de projets, bien au contraire. On posait la question beaucoup, est-ce que le prêt d'honneur, on peut le prendre tout seul? Non, en cofinancement avec la banque. Oui, c'est en cofinancement avec la banque, mais c'est pour une bonne raison. C'est parce que le partenaire de l'entreprise, dans sa vie d'entreprise, c'est la banque. C'est la banque qui va être là pour les projets de développement, pour le rebond, etc. Le seul message, je le redis, allez vous faire accompagner. Le prêt d'honneur à taux zéro, c'est bien, mais c'est un prêt d'honneur. Donc, si on liquide, ça veut dire que la dette, elle reste avec nous. Un prêt professionnel garanti, certes avec un taux, mais avec une garantie qui s'assurera qu'en cas de pépin, le patrimoine personnel soit protégé. C'est peut-être plus avantageux qu'un prêt d'honneur. En tout cas, il y a plein de questions qui se posent par rapport à vos projets. Allez les poser aux personnes compétentes. Merci beaucoup, Pierre. Merci beaucoup. En tout cas, faites-vous accompagner. Voilà. C'est une clé de succès. Et peut-être Nasgol pourrait. Oui, un petit mot à la fin. Voilà, n'hésitez pas à venir nous voir. Les banques, on est là pour voilà vous aider à concrétiser vos projets. On n'est pas là pour et surtout pour que vos projets perdurent. Et voilà, toujours dans la communication. Voilà, on peut trouver des solutions pour tout. Voilà, voilà. Voilà, en fait, c'est vraiment l'enjeu, c'est d'être des partenaires. Voilà, c'est l'objectif. On est partenaires et c'est pour ça que j'adore ce métier, c'est parce que voilà, j'accompagne les porteurs de projets et puis je suis là dans leur quotidien pour les bons et les moins bons moments et c'est ce qui est. Merci beaucoup, Nasgol. Voilà. Merci infiniment. Suzanne et Sylvie, peut-être un mot? Alors moi, j'ai envie de dire à tous les créateurs d'entreprises, donc n'ayez pas peur et il faut croire en soi-même, ses capacités. Donc voilà. Merci beaucoup. Oui. Mamadou, pour conclure. Un petit mot de la fin. Donc tous les points qu'on a bien énoncés. Donc faites-vous accompagner, c'est hyper important pour structurer votre produit-service et pouvoir voir à long terme tous les moyens de financement qui s'offrent à vous. Que ce soit les aides de la région, concours talent des cités, talent des cités.
Donc, il y a énormément de choses qui s'offrent à nous et à nous de les utiliser au bon moment et pour faire de bonnes choses. Julien, peut-être un mot sur ce que tu retiens de ces échanges. Moi, ce que je retiens vraiment, hein, c'est la pierre angulaire, c'est l'accompagnement et le partenariat. Aujourd'hui, on ne crée pas tout seul, il faut se faire entourer, il faut se faire accompagner, il faut parler de son projet, il faut parler de ses craintes, il faut parler des opportunités et avec tous les acteurs qui seront mis autour de la table, avec son banquier, avec le réseau associatif, avec aussi peut-être notre entourage, vous allez réussir à trouver des financements. J'en profite juste, un dernier point, sur le site de BPI France Création, on a un super outil à votre destination des entrepreneurs, ça s'appelle Mon Pass Créa. Créez votre Pass Créa et en fait cet outil, ça va vous permettre d'élaborer un business plan, de recentrer un petit peu votre projet entrepreneurial et ça va vous accompagner dans cette pré-création, si vous voulez, entrepreneuriale. Donc n'hésitez pas à aller sur BPI France Création et créer votre Pass Créa. Donc voilà, Mon Pass Créa et ensuite il n'y a plus qu'à dérouler. Vous allez voir, c'est super intuitif et ça a aidé énormément d'entrepreneurs. Voilà. Ahmed, Merci beaucoup, toi, Julien. qu'est-ce que tu retiens, toi, de ce webinaire Parlons Cash? Qu'est-ce que je retiens de ce webinaire Parlons Cash? C'est qu'il ne faut pas avoir peur de parler, justement, pas avoir peur de s'écouter. Il y a tout un tas de partenaires qui sont là, qui sont bienveillants. On peut avoir peur de son banquier, peur de son financeur, etc. Mais en fait, derrière le mythe, il faut aller voir, aller chercher, creuser derrière. Ils l'ont dit eux-mêmes, hein, à savoir, finalement, l'entrepreneur qui réussit, c'est un entrepreneur qui est proactif, qui n'attend pas et qui va chercher, qui va comparer, qui est acteur de son projet. Donc, la seule chose qu'on peut conseiller, c'est soyez acteur de votre projet et travaillez en équipe, une équipe élargie, parce que finalement, tous ces financeurs sont des partenaires, pilotes, copilotes, et choisissez bien les partenaires pour vous entourer. Pour conclure, peut-être, en tout cas, là, on conclut la session de Parlons Cash. Différentes dates vont arriver encore pour proposer des sujets comme le financement participatif, le financement d'innovation, je crois que la question a été posée, et bien d'autres. N'hésitez pas d'ailleurs à faire remonter aussi bien à Claire qu'à Jean-Baptiste vos besoins ou vos envies, on abordera les sujets. Merci à toutes et à tous et bon mardi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Salut.